Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. Un groupe de world building que j'adore, ce sont les îles flottantes. Je laisserai Ozzy manger tous ceux qui feront la blague sur le dessert. C'est un peu cliché, mais j'aime bien m'imaginer comment des civilisations peuvent se développer dans les cieux. Après, tout dépend de comment on exploite l'idée. J'aime bien comment c'est fait dans la BD Mickey et la Terre des Anciens ou dans Avatar par exemple. J'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion de voir des navires flottants dans les prochains films. Mais ça me fait un peu plus grincer les dents dans des titres comme Chasseur de dragons ou notre sujet du mois, Skyland. Parfois sous-titré Le Nouveau Monde, Skyland est une série d'animation franco-canado-luxembourgeoise semi-feuilletonnante de 26 épisodes, créée par Alexandre Delapaltière, Mathieu Delaporte et Emmanuel Gorinstein, j'espère que ça se prononce comme ça, qui a eu l'idée originale. La série a été diffusée entre le 26 novembre 2005 et le 29 avril 2007 sur France 2, Télétoon et Canal J. Une deuxième saison devant aborder le passé des parents de nos héros était prévue, mais le studio d'animation a fermé avant que l'écriture ne soit terminée. Dommage pour Attitude Studio, connu entre autres pour le jeu La mémoire dans la peau, le film Renaissance de Christian Volkmann et la série Galactic Football. Ah d'accord, c'est pour ça que le cel shading me semblait si familier. Mais nous parlons ici de Skyland et de son futur assez dystopique. Celles qui font cette blague finiront dans le ventre du Kraken. En effet, dans le lointain futur de 2451, la Terre s'est disloquée en millions de blocs de terrain de toute taille dérivant dans l'infinité du ciel. Dans ce monde où l'eau est devenue une denrée rarissime et où il existe des personnes dotées de pouvoirs psychiques appelés Seijin, un immense consortium tyrannique nommé la Sphère contrôle la distribution de l'or bleu dans tous les blocs recensés, tout en luttant contre les pirates qui constituent la résistance. Notre histoire commence quand Mahad et Lena rejoignent la dite résistance afin de retrouver leur mère Mila, qui a été enlevée par le commandeur Oslo, le chef des porte-flingues de la Sphère. Tout en explorant les secrets de ce monde et d'une mystérieuse prophétie, il unifiera la Terre grâce à la femme lumière. Bon écoute, les prophéties c'est comme les trous du cul, tout le monde en a. Il y en a même qui en ont deux. Comme beaucoup d'œuvres de SF françaises, Skyland est une véritable mine de référence à d'autres œuvres de SF. L'eau plus précieuse que l'or rappelle Mad Max, les Seijin et leurs pouvoirs sont un peu des Jedi avec plus d'effets spéciaux, et même si le coup des îles volantes a déjà été fait plein de fois avant et après, l'ambiance dieselpunk est assez comparable au jeu Skies of Arcadia. Ouais, enfin j'ai envie de dire que quand on cherche la petite bête, c'est facile de la trouver. Et comme dans beaucoup d'œuvres de SF françaises, le lore derrière est assez poussé et plutôt bien travaillé, même s'il n'apparaît pas directement dans les épisodes. La musique est vraiment chouette, la réalisation est dynamique et rend bien l'immensité d'un tel univers. Ce qui n'est pas vraiment le cas des personnages qui n'ont aucune texture, même pas de reflet dans les yeux, c'est chelou, et dont les gestes sont limités par la capture de mouvement, le cel shading un peu maladroit et la lumière mal répartie. À leur décharge, c'est de la motion capture pour la télévision du milieu des années 2000, faut pas non plus s'attendre à du Arcane. Je dis pas le contraire, juste que c'était peut-être un peu trop ambitieux pour une première série. Dommage parce que je pense que beaucoup de plans de caméra auraient été presque impossibles à faire en 2D. Sauf si j'arrive à m'auto-convaincre du contraire en tentant de reprendre le style du studio Ghibli. À nos marques, prêts, dessinons. Âgé de 15 ans au début de la série, Mahad en est le premier protagoniste. D'après la prod, Mahad est censé avoir 17 ans et Lena 12. Ouais, et d'après la timeline officielle, il est né en 2436 et elle en 2441. Sachant que la série se déroule en 2451, faites le calcul. Fils du légendaire pirate Marcus Farrell et de la Seijin la plus puissante de l'époque, il n'a pas hérité des pouvoirs de sa mère, faisant donc de lui un Jinsei. Il en faut peu pour trouver des noms de factions. Il avait 4 ans quand leur père est mort, ce qui fait qu'il n'a presque aucun souvenir de lui. Il a néanmoins le même talent pour le pilotage, dont il fait preuve en maniant l'Hyperion, le vaisseau de Marcus. Il peut aussi se battre en utilisant un boomerang de fiction, donc qui lui revient toujours en main où qu'il soit, et peut trancher l'acier sans quitter sa trajectoire. Comme tous les ados, surtout ceux écrits à l'époque, il est impulsif, insolent et vantard. Il a malgré tout un certain sens des responsabilités, surtout envers Lena, maintenant que leurs parents ne sont plus là. Il est joué par Julien Guirbig pour la capture de mouvement et par Donald Renew pour le doublage. Au secours, un énorme monstre! Oh, mais t'as mangé un clown ce matin? Voilà tout à l'heure, petit écureuil! J'y compte bien. Et garde ton humour pour ta fleur! Mahad ne détonne pas vraiment dans l'idée d'un idiot fougueux qui devient plus adulte en prenant soin de sa famille brisée. Mais il reste assez agréable à suivre au cours de la série. Le charisme de Donald Renew aide pas mal quand même. Voyons donc comment on pourrait le placer dans un Ghibli. Pour le coup, j'ai décidé de foncer un peu le rouge de son ensemble. Je sais qu'il est nécessaire pour distinguer Mahad dans les décors, Surtout vu la qualité du cel shading de l'époque, sans vouloir manquer de respect à l'équipe d'animation. mais ce rouge vif l'est peut-être un peu trop pour l'esthétique Ghibli.
J'ai également décidé de modifier un peu son pantalon en le rendant uni. Ce blanc sur l'intérieur des jambes, c'est juste... Mais, en tant que pilote, j'ai décidé de lui ajouter des goggles et de le faire poser sur un scooter volant. Je sais qu'il n'en a pas dans la série originale, mais ce concept pour Avalonia me plaisait beaucoup et je tenais à l'utiliser dans un projet. On peut dire que t'as bien choisi tes thèmes. Merci. Si je devais réécrire l'histoire, je ferais du Skyland des morceaux de terrain envoyés et conservés dans les cieux par des scientifiques il y a des siècles pour échapper à un mystérieux cataclysme avant d'être séparés de la Terre par une mer de nuages impénétrables. Aujourd'hui, seules quelques personnes connaissent la vérité tandis que le reste de la population considère la Terre comme une légende. On aurait toujours le délire de la sphère, des Seijin et du reste, mais en un peu plus proche du château dans le ciel. Dans ma révision, Mahad et Lena seraient des orphelins qui survivent de petites livraisons entre les différents secteurs du bloc de Babylonia. Quand les pouvoirs de Lena sont découverts par la sphère, Yael doit fuir et se retrouve à partir en quête du bloc d'Angkor qui permettrait de traverser la mer des nuages et d'enfin toucher la terre ferme. Au cours de l'histoire, Mahad évoluerait du petit con impertinent et inconscient jusqu'à un jeune adulte plus mature et réfléchi qui laisserait sa sœur voler de ses propres ailes. Lena est la seconde protagoniste, âgée de 10-12 ans au début de la série. Son père est mort avant sa naissance et elle a grandi dans un environnement relativement calme avec sa mère et son frère. Je dis relativement parce qu'elle a hérité des pouvoirs de Mila, faisant d'elle une Seijin à un niveau bien supérieur. Ce qui est assez impressionnant quand on voit ce dont Mila est capable. Lena est d'ailleurs si puissante que presque tous les autres personnages voient en elle la femme lumière annoncée par la prophétie. Elle dépend néanmoins de la lumière du soleil, comme les autres Seijin. Au départ maladroite et peu renseignée, elle apprend à maîtriser ses pouvoirs au cours de la série, jusqu'à représenter un atout de choix pour la résistance. Plus réfléchie et mature que son frère, elle n'en reste pas moins une gamine qui a ses moments d'impulsivité un peu autodestructeurs. Elle est jouée par Christelle Ouvrard pour la capture de mouvement et par Alexandra Pic pour le doublage. Pas de blague sur son nom, vous finirez dans les backrooms. J'ai pas triché. Je t'ai mis dans une position où tu pouvais gagner. Lena remplit assez bien le rôle d'enfant au pouvoir psychique qu'on trouve dans pas mal de séries SF. Sans le côté on en case une dans le casting pour que le ou la petite spectatrice puisse s'identifier. Mais je trouve qu'elle manque un peu de caractère, ce qui n'est pas le cas des femmes de chez Ghibli. Une des principales caractéristiques visuelles du style du studio, outre l'animation de la nourriture qui sauverait n'importe quel anorexique, c'est que leurs héroïnes ont presque toutes les cheveux attachés au cou. C'est en général utilisé pour illustrer leur force de caractère, le poids de leurs responsabilités et ou leur développement de personnage. San porte la voix de la forêt dans la guerre contre la forge, Kiki apprend à être autonome, Chita ne laisse plus personne décider de son destin pour elle, etc. Il y aurait sûrement toute une vidéo à faire sur la symbolique des cheveux dans la fiction. Ouais, mais on n'est pas là pour ça, c'était juste pour donner du contexte à ma décision pour Lena. En effet, je lui ai allongé et attaché les cheveux en couette sur la nuque. Même si je comprends l'intérêt de la mettre dans un bloc blanc pour l'animation, j'ai jamais été très fan des salopettes. Donc j'ai décidé de lui mettre une longue tunique blanche sur son t-shirt rouge et un pantalon blanc rentré dans ses bottes. Et bien évidemment, on n'oublie pas sa tête de rhino rouge. Côté histoire et personnalité, ça va être un peu chaud parce qu'il y a assez peu de duos grand frère-petite sœur en héros dans les productions Ghibli. En fait, le seul exemple qui me vient en tête, c'est le tombeau des Lucioles. Et on va s'arrêter là avant de réviser les traumatismes. Donc, partons déjà sur ma redéfinition de Seijin. Dans ma réécriture, les Seijin sont des sortes de mages capables d'entrer en contact avec les esprits et de les utiliser pour influencer le monde autour d'eux. Mais elles sont majoritairement sous le contrôle de la sphère qui dispose de celles qui ne suivent pas le programme. Quand Lena Farrell fait accidentellement démonstration de ses pouvoirs, elle et son frère se retrouvent impliqués dans la résistance pour trouver le légendaire bloc d'Angkor et ouvrir le passage de la mer des nuages. Au cours de l'histoire, Lena deviendra plus affirmée, moins dépendante de Mahad et maîtrisera davantage ses pouvoirs. Oslo, pas de blague ou c'est dardard dans le tartare, On menace beaucoup les gens dans cet épisode. est un haut placé de la sphère. Il est en effet le chef des tuteurs, des Seijin embrigadés par la sphère pour servir de force armée redoutable.
Oslo est d'ailleurs un cas particulier car, en plus d'être déjà très puissant, il s'est exposé si longtemps aux rayons solaires qu'il peut utiliser ses pouvoirs de jour comme de nuit. Il a été formé avec Mila et s'est persuadé que la prophétie parlait d'Ele, ce qui fait qu'il ne lui a jamais pardonné d'avoir déserté le tutorat. Des années plus tard, alors qu'il a capturé son ancienne camarade, il finit par se dire que Lena est la véritable femme lumière qui lui permettra de régner en maître sur un Skyland réunifié. Ok, Groomer. Comme tous les assoiffés de pouvoir soi-disant contrôlés par le gouvernement en place, il n'attend que d'avoir la puissance et les informations nécessaires pour détrôner ses supérieurs et... Tenter de conquérir le monde. Et s'il peut se passer les nerfs sur ses subalternes, c'est tout bénef pour lui. Il est joué par Simon Massenet pour la capture de mouvement et par le regretté Bruno Dubernat pour le doublage. Il est vrai que sous cet angle, cela devient bien plus intéressant. Où est cette orphelinat? Oslo ne détonne pas dans son rôle de grand méchant qui veut capturer les gentils pour un but vague, mais manifestement malveillant. Il a un certain charisme, je dis pas, mais je pense qu'on peut l'épaissir un peu. Pour le coup, j'ai décidé de rendre le côté uniforme d'armée plus évident chez ma version d'Oslo. J'ai donc repris celui des soldats de l'Empire dans Yujo Senki, qui était lui-même inspiré de l'uniforme de l'armée allemande de la Première Guerre. Faut dire que l'armée a rarement le bon rôle dans les productions Ghibli, encore plus si Miyazaki ou Takahata sont à la barre. Et j'imagine mal un organisme comme la Sphère ne pas contrôler les forces armées du Skyland, au moins au niveau administratif. Sinon pour le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose à changer dans le style global. Le crâne rasé, les cernes et l'absence de sourcils, ça fait un méchant plutôt convaincant et assez serious business. J'ai juste décidé de lui tatouer le sigle de la Sphère sur le crâne pour appuyer son côté pion militaire. En effet, les antagonistes du studio Ghibli sont rarement aussi manichéennes que ceux qu'on peut trouver dans les autres productions animées, Disney en tête. Non pas que ce soit mal, au contraire, les méchantes Disney sont super. Pour la plupart. Bien sûr, mais c'est pas chez Mickey qu'on trouvera une dame ébauchie, qui certes ambitionne de raser la forêt et de tuer le dieu cerf, mais le fait pour protéger ses travailleuses et soigner les lépreux qu'elle héberge. Donc dans ma réécriture du scénario, j'aimerais reprendre ce type de caractéristiques. Ma version d'Oslo sera un haut gradé de la Sphère, spécialiste de la corruption et la manipulation des esprits, chargé de la traque des Seijin pas encore embrigadés et de l'application des demandes facho de ses supérieurs. On se rappellera de la réplique de Porco Rosso si chère à nos législatives de 2024, à ressortir dès que nécessaire. Bien conscient que la Sphère ne mérite que de se faire dissoudre, Oslo cherche à gagner non seulement en puissance, mais également en influence et en information sur le légendaire bloc d'Angkor. Et il estime que la jeune Lena Farrell, qui a développé des pouvoirs supérieurs à la normale, est la clé de la liberté de tout le Skyland. Mais comme pour Dame Eboshi, son but noble est entaché par des actes monstrueux et des sacrifices bien trop coûteux sur le long terme. Skyland est une de ces séries françaises qui sont tombées dans l'oubli après leur période de diffusion. Et c'est bien dommage, parce qu'au-delà de son esthétique peut-être un peu trop ambitieuse et mal maîtrisée à l'époque, c'est une série qui apporte pas mal de thématiques qui ne nous sont que trop familières dans les années 2020, particulièrement sur le contrôle des ressources et le fascisme. Ouais, enfin, vous excitez pas trop, c'est pas non plus une thèse historico-politico-économico-socio-méselle sur les méfaits du capitalisme depuis les débuts de l'ère industrielle. C'est aussi dommage que le scénario de base de la recherche de la mère de nos héros n'est pas super bien exploité, n'apparaissant que ça et là jusqu'au cliffhanger de fin de saison. Mais même au-delà de ça, un truc qui m'a toujours un peu agacé avec Skyland, c'est son world building de base. Comme dit au début de la vidéo, j'aime bien le cadre des îles volantes, mais des titres comme Skyland ou Chasseurs de dragons ont toujours sorti de leur narration, parce qu'on ne peut pas juste faire un monde complètement éclaté comme ils l'ont fait, à moins de faire un truc dans l'espace entre plusieurs colonies sur des astéroïdes. Et puis, les gens de cet univers se battent pour la moindre goutte d'eau et elles ont jamais pensé à exploiter les nuages. Je sais qu'il faut pas exiger du réalisme partout, mais j'ai toujours une préférence pour les traitements à la Avatar ou Skyward Sword, où les îles volantes sont plus une exception que la normalité et où on peut trouver plus facilement des excuses à leur présence. Enfin, Skyland reste une petite pépite française au sous-texte toujours aussi pertinent et j'espère vous avoir encouragé à la regarder au moins une fois. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires.
Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotteur. Run for your